Vous êtes sur Polysoutien, le podcast qui commence par le début. Un nouveau début pour ce podcast d'ailleurs, avec ce premier entretien enregistré par Skype. Mes finances limitent malheureusement ma capacité de déplacement, mais ça ne m'a pas empêché de m'entretenir avec Harlequin. Sous ce nom d'emprunt, elle nous relate sa vie sentimentale, longtemps exclusive, et comment elle en est arrivée un jour à la reprendre en main pour respecter enfin ses limites. Si ce podcast et les précédents numéros vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous voulez participer financièrement, notamment pour me permettre d'aller chercher les témoignages des personnes loin de chez moi, ou pire, n'ayant pas accès à Skype, mon Patreon se trouve en description. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Harlequin. Bonjour Harlequin. Bonjour. C'est donc toi qui m'as proposé un podcast en version Skype. En tout cas, je te remercie pour cette proposition parce que j'osais pas. Tu seras la première. Alors donc, c'est la question rituelle. Est-ce que tu te souviens de ton premier émoi amoureux? Pas beaucoup. À l'école primaire, j'avais des intérêts pour des personnes, mais avec le recul, je me demande si c'était plus influencé par le regard des adultes sur les relations que je pouvais avoir avec les autres que sur mes propres émotions. Oui, il est vrai que dans l'enfance, dès qu'on se rapproche de quelqu'un du sexe opposé ou du genre opposé, c'est ça. Tout de suite les adultes y plaquent quelque chose. Moi, c'était une source d'incompréhension et ça a fait partie de la suite de l'incompréhension ensuite de mes rapports avec les personnes de genre ou identiques ou opposées. C'était peu importe. Mais du coup, je pense que ça a eu une influence, oui, sur mon orientation d'intérêt. Alors, on va donc commencer par tout ce qui est petite enfance. Donc, petite enfance, école maternelle. Qu'est-ce que ça représentait l'amour pour toi à cette époque? Pas grand-chose. Je crois que j'avais alors j'ai pas eu une scolarité très heureuse. J'ai pas eu une enfance très heureuse, à vrai dire. Du coup, je me raccrochais à mes référents affectifs forts, qui étaient mes grands-parents, qui étaient un couple très stable, évidemment pour l'époque, j'ai envie de dire. Ils étaient très amoureux et comme j'ai beaucoup passé du temps de mon enfance chez eux, c'était mon référent de couple bien plus que mes parents ou que tout autre adulte autour de moi. Ensuite, ma mère était dans le milieu artistique. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes du milieu LGBT qui n'existaient pas en tant que milieu LGBT à l'époque. C'était début des années 80. Enfin, en tout cas, c'était dès la petite enfance. Oui. Puisque j'ai une mère artiste et donc autour de moi, il y avait beaucoup de couples de garçons, des couples de filles. Il y avait beaucoup de soirées travesties. Il y avait des personnes qui étaient. Alors aujourd'hui, ça se dit gender fluid, mais ça. Ce terme n'existait pas en tout cas dans le langage mainstream de l'époque. Et je pense que ça a été une super ouverture par contre pour moi. Effectivement, tu partais avec quelques années d'avance quand même. Clairement, je partais avec des a priori positifs en tout cas, parce que c'est des personnes qui étaient très chouettes autour de moi, très joyeuses, qui prenaient soin de moi, qui étaient drôles. Et en grandissant, ça a toujours été pareil. Et j'ai eu un modèle parental avec des parents divorcés quand j'étais très petite. Et ma mère a été la maîtresse. À l'époque, on disait comme ça, ce qui était le cas d'un homme pendant plusieurs dizaines d'années. Ils étaient très amoureux. Ma petite sœur est née de leur union, donc, mais lui. Tu en parles ouvertement là. Mais est-ce que tu étais au courant aussi à l'époque? Est-ce que Oui, ça a toujours. Aussi, du coup, ton père Alors aussi? mon père, mes parents étaient divorcés. Mon père s'est remarié ensuite. Mon beau-père était marié et ma mère était sa maîtresse et. D'accord. Et donc alors, est-ce que du coup c'était avec le consentement de la? Non, pas du tout. Voilà, d'accord. Pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un regard très décalé par rapport à la norme.
c'était un regard où je voyais ma mère et mon beau-père très heureux. Alors après, je sais pas du tout comment ils se débrouillaient, mais on arrivait à partir en vacances ensemble. Il a eu du coup, ils ont eu ma petite sœur dont il s'est pas mal occupé. C'était genre, j'allais chercher des cigarettes et il revenait pas au bout de 2 jours, 3 jours. Donc sa femme a été au courant un temps et puis je sais pas en fait. Je sais Tu ne connais pas sa version d'histoire. Peut-être qu'en fait, non. elle savait en faisant semblant de ne pas savoir. Je crois savoir Voilà. que dans cette génération-là, c'était beaucoup de, on se cache les yeux. C'est ça. En tout cas, l'impression que j'ai, elle est peut-être fausse. Hein. Non, mais je n'ai pas vécu à cette époque. Ce qui est vrai, c'est pas faux du tout. On a eu mon beau-père est décédé il y a quelques années et c'est là où ça a été un peu plus explosif, évidemment, tous les histoires d'enterrement, de succession et tout ça qui ont été moins rigolos. Ceci étant, effectivement, je pense que ça m'a donné un regard très différent sur ce que pouvait être un couple, puisque ma mère a vécu très amoureuse, mais jamais établie en couple avec mon beau-père. Donc D'accord. Sans vivre avec et voilà. Donc maternelle finie, tu entres à l'école élémentaire. Comment ça se passe? Oui, c'est ça. C'est la continuité. C'est la continuité de ma vie. Ça a été ça. Ta petite sœur, elle est née. Tu avais quel âge? J'avais presque 10 ans. Donc oui, d'accord, ok. C'était donc fin de l'élémentaire. Juste presque le collège, quoi. Voilà. J'ai jamais eu un très bon rapport avec les autres enfants. Je me suis toujours sentie très très décalée. J'étais très en avance et j'avais des centres d'intérêt très décalés des autres. J'ai été élevée en majorité par mes grands-parents, donc par une génération au-dessus. Ouais. Et je fréquentais les amis de mes grands-parents. Et je me sentais très bien en fait dans cette génération, beaucoup mieux. Comme observatrice, comme niveau de langage, culturellement, ça m'élevait beaucoup plus. J'ai eu la chance d'avoir deux entités, couple grands-parents, vraiment très très chouettes, très différents, de cultures très différentes, mais très très nourrissants. Et du coup, j'avais très peu de rapport avec mes petits camarades de classe en primaire. J'ai pas vraiment le souvenir d'avoir eu des amis proches en primaire. Et après, en secondaire, un peu plus dans les grandes classes. D'accord. Du secondaire. Donc, tu rentres au collège. Comment ça se passe au collège? Pas bien. Je crois que le décalage était encore plus fort. J'étais très en souffrance scolaire. J'étais dans un décalage aussi social fort dans une ville assez conservatrice. Donc à l'époque avoir des parents divorcés, c'était pas super bien vu. Pourtant c'était pas si longtemps. Les premiers émois, j'ai eu du mal à différencier très rapidement les limites entre l'amitié et l'attirance amoureuse ou l'attirance physique. Et en fait, ça n'a pas changé. Si, ça a changé un peu parce qu'évidemment, j'ai travaillé sur moi et puis mon regard a changé sur ma relation aux autres. Tu t'as peut-être intégré les codes sociaux aussi. Qui peut-être n'étaient pas les mêmes à l'époque. Oui, alors les codes sociaux, oui. Parce que les codes sociaux qui t'ont été inculqués par tes grands-parents doivent pas être ceux qu'ensuite tu as dû apprendre avec les autres personnes de ton âge. Non, pas du tout. Pas du tout. Ceci étant, je me suis jamais sentie très en phase avec les codes sociaux, effectivement. L'avantage avec les grands-parents, c'est que je crois que quand c'était la différence entre la génération 68arde de mes parents, qui sont pas du tout 68ards, mais voilà, tu vois, des gens nés dans les années 50, des boomers, quoi. Et puis la génération du dessus qui ne parlait pas d'amour, qui ne parlait pas de sexualité. C'est pas une question de tabou, c'est une question d'intimité aussi. C'est-à-dire que c'est un sujet qui ne s'abordait pas spécialement. Du coup, c'était pas ça ma référence et en même temps c'était ça ma référence affective. C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont donné le plus d'amour, de stabilité émotionnelle. Donc ça c'était très fort.
Et donc après, moi, je me suis construite avec tous ces morceaux. Et j'avais du mal à comprendre dès le collège les jeunes qui se mettaient en couple et qui restaient en couple pendant des mois et qui se juraient fidélité. Et je regardais ça avec un œil, tu vois, avec le sourcil, un des sourcils soulevés en circonflexe, et je me disais, c'est très très bizarre quand même. C'est hyper. Tu as 12 ans. Tu penses que tu vas être fidèle pendant les 80 prochaines années. C'est long. C'est ça. Alors moi, j'ai jamais pensé que je serais fidèle pendant aucune année. Donc du coup, ça me faisait vraiment un bug cerveau complet. Donc j'observais ça de loin et j'ai essayé de m'y conformer, bien sûr, au début. Oui, toujours cette histoire de codes sociaux. Voilà. Donc après, tu rentres au lycée. Oui, je rentre au lycée et là, il y a eu un grand changement dans ma vie, c'est-à-dire que je suis rentrée au lycée à Paris. D'accord. Dans le Marais, un lycée dans le Marais, donc le quartier LGBT de Paris, le grand quartier LGBT de Paris. J'étais déjà dans les mouvements alternatifs. Alors là, déjà dès la fin de collège, comme j'avais un parcours difficile, j'étais pas mal impliquée. Tout ce qui était scolaire m'intéressait pas, mais la vie associative m'intéressait déjà beaucoup. Donc je me suis, dès la fin de collège, impliquée dans des ateliers de prévention, prévention contraception, prévention sida. C'est le début des années sida ouvertement. Et du coup, j'étais aussi, c'est là où j'ai commencé à fréquenter les milieux de musique, alternos et tout ça. Et là, j'arrive à Paris. Et il y a cette immense liberté qui m'est donnée et que je prends à bras le corps de vivre comme j'ai envie à Paris. Et ça, c'était génial. Donc là, vie associative à fond dans mon lycée. Donc l'école, c'est toujours pas très intéressant. Tu étais en lycée. T'étais en pension. Tu avais un appartement? Non. J'ai suivi ma mère qui a trouvé du boulot à Paris. D'accord. Mais j'étais beaucoup laissée à moi-même. J'étais beaucoup. Et donc tu as profité de cette liberté. Ben oui, plutôt. Ce qui est assez, moi je trouve ça assez logique à 15-16 ans quand on te laisse. Oui, c'est vraiment l'âge où tu justement t'as envie de cette liberté. Bon, toi tu l'as. C'est ça, voilà. Donc du coup là, la vie associative à fond avec. Hyper impliquée dans le milieu LGBT, prévention sida, je fréquente un peu ACT UP, je participe beaucoup aux actions du SIDAction, plein de choses comme ça. Et à côté de ça, je fréquente le milieu punk beaucoup, milieu alternos. Et là évidemment, le rapport aux autres change dans ma relation, dans mes codes sociaux, mais il y a encore une influence hyper forte, ce qui est d'ailleurs assez extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai eu une relation amitié amoureuse avec une fille pendant mes premières années de lycée, et malgré le fait d'avoir une mère qui était ouverte sur le sujet, ça restait hyper compliqué pour moi d'en parler, de la outer, Parce que tu ressentais malgré tout qu'il y avait des difficultés chez ta mère, ou parce que la situation de cette fille pouvait être difficile? Non, parce que la société en fait complète envoyait des. Ce qui était fou, parce que je fréquentais des gens de chez ACT UP, je bossais avec des profs sur des projets, des profs. J'avais un super prof avec qui je m'entendais pas du tout bien en termes de cours, parce que c'était un prof en sciences et que c'était pas du tout mon truc. Et par contre, quand on bossait dans l'asso du lycée dans laquelle on était de prévention SIDA, SIDAction, projet, on s'entendait hyper bien. Il était hyper soutenant. Et voilà, malgré la présence de toutes ces personnes, ça restait malgré tout compliqué d'engager une vraie relation amoureuse avec une fille officiellement. Donc parce que tu sentais une pression sur toi par la société là. Ouais. Du coup voilà, j'ai passé mon lycée à avoir des flirts, à avoir des aventures, à avoir des relations. Toujours avec des garçons alors. Avec des filles un peu plus cachées, en tout cas pas nommées, pas officiellement nommées, et puis après plus avec des garçons. Ouais. Et j'ai eu ma première relation sérieuse à cette époque. T'avais quel âge à peu près? Première terminale, je dois avoir 17-18 ans. Voilà, avec un garçon.
qui n'était pas de mon lycée, qui était d'un autre lycée, et qui a duré. Après, je suis allée à l'université et qui a duré quelques années. D'accord. Donc lui, ça a commencé au lycée, mais pas dans le lycée, et ça s'est poursuivi après quand tu es allé à l'université. L'université toujours à Paris? Oui, toujours. Oui. Après, je suis restée à Paris pendant 25 ans. Donc, tu entres à l'université, tu te diriges vers quel milieu cursus professionnel? Ouais, quel cursus, milieu professionnel? Je fais de la littérature et je me dirige vers le milieu éducatif. D'accord. Ce qui changera par la suite beaucoup. Et comment ça se passe à l'université? Donc, t'es en relation stable? Alors, je suis en relation stable officiellement. Et exclusive? Exclusive. C'est un truc que je ne comprends toujours pas. L'université, c'est génial. Je travaille à côté, j'ai une vie active, j'habite seule. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment extra. Donc du coup, le fait d'habiter seule. Mais par exemple, à l'époque, mon copain de l'époque veut venir habiter avec moi. Donc moi, je me prends un appart et lui veut venir habiter avec moi. Et ça, c'est quelque chose qui crée nos premières discordes assez fortes, c'est-à-dire que j'oppose un non catégorique. Tu veux vivre seule, en fait. Je veux vivre seule, parce que aussi je ne comprends pas du tout, je reste sur ma position de ne pas comprendre cette relation d'exclusivité absolue, et donc je veux avoir la liberté de faire ce que je veux officiellement ou pas. En réalité, tu es presque en opposition avec une grosse règle tacite de ces règles sociétales, puisque tu as accepté de vivre en exclusivité, et même si tu te questionnes, t'as pas l'air de le remettre en cause. Mais par contre, dans la vie en exclusivité, arrivé au moment où on entre dans une vie un peu active, même si tu es encore à l'université, on est censé se mettre, si on est en couple, on est censé habiter ensemble. Et toi, là, c'est donc un palier que tu rejettes, que tu refuses. Ah oui, c'est un non catégorique total. Je sais que si en fait, j'ai rêvé de ça pendant des années, de vivre seule, et je sais que si je vis avec quelqu'un, ça va complètement influencer effectivement déjà j'ai l'impression de faire un sacrifice énorme à être dans l'exclusivité. Et d'ailleurs, en vérité, je ne le fais pas. À cette époque, j'ai des relations extra-couple de façon assez régulière. Tu parles de coups d'un soir ou tu parles de petites relations un peu plus longues? Je parle de sex friend, en fait. D'accord, ok. C'est essentiellement avec des garçons et c'est des potes que je fréquente, et de temps en temps on a des relations plus intimes, et c'est ok, et là dans ces relations, en fait, je trouve exactement ce que j'apprécie. Et mon compagnon de l'époque est jaloux, le devient. Il le sait quand même? Ah non, il sait pas du tout. Il sait pas, mais rien que le fait que tu sois proche d'autres garçons, ça lui suffit à... Il y a un moment où sa jalousie commence à déborder sur la façon dont je m'habille, la façon dont je me comporte. Je suis à cette époque, je suis beaucoup dans la séduction. J'expérimente ça m'intéresse beaucoup, et c'est un gros problème pour lui. Et je m'entends particulièrement bien, effectivement, avec le genre opposé à celui qui m'a été assigné. J'ai beaucoup d'affinités avec la façon de percevoir le monde, de plein de choses des garçons. Et du coup, mon compagnon de l'époque, c'est le vit de plus en plus mal. Et c'est ce qui amènera au fait que je le quitte à un moment donné. Donc il faut que tu prennes l'initiative. Il prend pas l'initiative de se dire ça ne me convient plus, donc j'arrête. C'est à toi de... Ah non, lui pas du tout. Lui, il essaie de te changer, lui. Oui, voilà. Ah bah tout à fait. Voilà, lui, il veut que tout reste figé, et donc je me sépare de cette personne. On reste en bons termes au final. Il est pas au courant des aventures que j'ai eues. Depuis, on s'est perdu de vue, mais la prescription maintenant.
Je sais pas. Je me sens pas du tout coupable. J'estime que ça n'a rien à voir et c'est ce qui fait que à l'époque, aussi, ce que je ne t'ai pas raconté, c'est que durant mon collège, durant un voyage scolaire, j'ai rencontré quelqu'un qui a été très très important dans ma vie, un garçon qui était en internat et avec qui nous avons eu une relation en dents de scie pendant plusieurs années. Quand j'ai rencontré ma relation qui a commencé au lycée, je n'ai pas parlé de cette relation. Mais j'ai continué à entretenir cette relation qui était très très amoureuse. On se voyait très très peu, donc c'était beaucoup à l'époque une relation épistolaire. On s'envoyait des lettres, des colis, on se téléphonait beaucoup. Et j'étais amoureuse des deux personnes et c'était évident pour moi. Et par contre, je ne trouvais aucune personne avec qui parler de ça. Et je trouvais aucun référentiel. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. C'était à l'époque des dinosaures. On s'envoyait des pigeons voyageurs. Et du coup, de ne pas avoir de référent, je me suis construite toute seule sur ça. Mais c'était évident que c'était pas un problème pour moi d'être amoureuse des deux. Cette première relation que j'ai rencontrée quand j'étais au collège, c'est quelqu'un que j'aime encore très très fort. Je suis plus en contact. On a été à nouveau en contact un petit peu dans une quinzaine d'années. On s'était perdu de vue et on a repris contact grâce aux réseaux sociaux. Mais c'était pas un problème. C'était juste, j'avais du mal ce qui me faisait souffrir, c'était que tout le monde disait, non, c'est pas ça en fait l'amour. C'est pas ça le couple, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est tu jures fidélité pour toute ta vie à quelqu'un et jusqu'au divorce. Ouais, c'est ça. Et moi, je trouvais ça fou, en fait. C'est éternel jusqu'au moment où ça s'arrête. Ouais, et pourquoi ça s'arrêterait alors que voilà. Et ça a vraiment été un truc qui restait là et qui, au fur et à mesure, comme une petite tour sur laquelle on met des briques ou un truc qui se construit, au fur et à mesure, s'est amélioré. J'ai posé des améliorations sur cette pensée et sur ces émotions, ces sentiments. Et quand je me suis séparée donc de mon copain quand j'étais à l'université, je me suis dit là je me mets une pause et je ne veux plus de relations sérieuses. Alors qu'est-ce que t'appelles une relation sérieuse du coup? Une relation engagée, une relation où la relation qu'on me proposait en fait, celle que je venais de vivre pendant 4 ans et qu'on me proposait et où il fallait que je sois fidèle et tout ça. Dans ta tête, tu disais plus de relations sérieuses, mais avec le recul, est-ce que ça voulait pas dire en fait plus de relations exclusives? Ah mais c'est ça, mais bien sûr. D'accord. Et d'ailleurs, je me sépare donc de cette personne. C'est la Coupe du Monde 98. Je vais voir tous les matchs. On switch entre l'université, on est plusieurs, on se retrouve dans un bar à Paris avec plein de potes et j'ai des potes qui me disent ah mais viens dans ce bar c'est génial machin. Donc on se retrouve tous dans un bar à voir tous les matchs ensemble avec plein de groupes de potes qui se retrouvent. Donc là on est toujours dans des milieux un peu alternos, subculturels, beaucoup axés autour de la musique et tout ça. Et là je rencontre quelqu'un que je trouve à mon goût, qui me plaît beaucoup. On flirte et on finit par coucher ensemble. Et très clairement, je lui dis alors moi, je te préviens, je m'engage pas dans une relation sérieuse. J'ai envie de prendre le temps, de m'amuser. Et quoi qu'il arrive, je ne suis pas et je ne serai plus jamais dans une relation exclusive. Tu as le vocabulaire à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, je l'ai. À ce moment-là, parce que avant, ton récit est intéressant parce que il montre à quel point, par manque de vocabulaire, on dit je veux plus une relation sérieuse, et donc ça sous-entend qu'on veut des relations qui ne sont pas sérieuses. C'est dommage ça. Parce que on peut être en relation non exclusive et que ce soit une relation sérieuse. Et c'est juste une question de vocabulaire à ce moment-là. On n'a pas le vocabulaire. Et à quel moment tu l'as eu ce vocabulaire-là, si tu t'en souviens? Je pense que c'est au cours je crois que mes études de littérature. Alors j'ai fait littérature et linguistique. J'adore ça. J'adore le langage et je suis absolument d'accord avec toi. Je pense que les mots, quand tu as le concept et que tu as les mots pour poser sur le concept, c'est comme dans la petite enfance quand tu développes le langage, tes souvenirs se développent grâce au concept et les mots que tu peux poser dessus. Et je pense que
la littérature est une énorme source de connaissances de la psychologie de l'humain. Je crois que c'est Christophe André qui dit ça aussi, et je crois vraiment que j'ai tellement lu pendant mes 4 années de fac, j'ai tellement lu, j'ai beaucoup lu Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre aussi, donc je pense que ma pensée s'est structurée, et d'un seul coup j'ai trouvé des référents. Et là, j'ai compris avec la philo contemporaine, avec la linguistique, avec tout ça. Et puis aussi, alors moi, je viens d'un milieu ultra féministe. Donc ça, c'est aussi hyper important. Ça, j'ai été éduquée dans un féministe misandre très fort. Par tes parents ou par ma mère, par ma mère. Et j'imaginais pas la génération des grands-parents être féministes. Si, ma grand-mère du côté de ma grand-mère qui a choisi de prendre son deuxième prénom en premier prénom parce que oui, effectivement. C'était Simone, justement. Donc c'est aussi mon deuxième prénom. Enfin, enfin toute la famille de ma mère, c'est des femmes vraiment fortes, féministes. Mais ma mère était vraiment misandre, et ça a été aussi l'époque de l'université. J'étais beaucoup dans la séduction parce que moi je déconstruisais beaucoup ce féminisme pour me réapproprier le mien et construire quelque chose qui me ressemble plus. Et je pense que vraiment ces années d'université, elles ont été super charnières. Aussi parce que à l'université, tu rencontres des gens qui sont beaucoup plus âgés que toi. Je me suis mis à fréquenter des gens qui avaient 15. Tu sors de ta tranche d'âge obligatoire que t'impose la scolarité. Donc d'un coup, t'as d'autres référents, t'as des gens qui ont vécu d'autres expériences. J'ai rencontré des étudiants étrangers, des personnes qui étaient anciens expats. Enfin voilà. Et tout ça a fait que d'un seul coup, c'était j'avais un regard avec des choses et je me disais waouh, en fait tout le monde n'a pas cette façon de penser de l'exclusivité, du couple ad vitam, et c'est possible. Tu t'es enrichi de la mixité d'abord en âge et puis peut-être la mixité tout court, puisque tu oui, c'est ça. Étranger, c'est la mixité d'une manière plus large qui t'a enrichi. Tout à fait, oui. Et puis de la culture de chaque personne, d'être dans le débat. En fait, à l'université, ce que j'ai adoré, c'est que tu n'es plus obligatoirement dans un savoir pyramidal qui descend. Tu peux, avec, particulièrement en littérature, puisque en philo, la littérature et la philo, c'est de l'apprentissage du débat. Tu es dans le questionnement, dans l'interrogation de soi et des autres. Donc du coup, tu mûris ta pensée, tu fais grandir ton cerveau et tu peux en retirer des choses fascinantes. Et à l'époque, j'étais déjà, je bossais en milieu éducatif à côté. Et j'étais passionnée par la psychologie de l'enfant. Je découvrais les théories de l'attachement, de Bowlby, tout ça, et plein d'entrées très foisonnantes. Et donc je rencontre cette personne et en juin 98, on commence à avoir une aventure. Et donc où je lui dis que je ne serai jamais dans l'exclusivité. Et là, contre toute attente, cette personne me dit OK. Et tu t'y attendais pas. Non. Je sais pas, en fait, à ce moment-là, je suis un peu dans, tu vois, comme quand tu viens de rencontrer quelqu'un, que t'as un peu plein de papillons dans le ventre et que tu te poses pas trop de questions. Mais c'est vrai que, vu le milieu où j'étais, je me disais, et on se connaissait de loin, on se connaissait pas vraiment. Et là, il me dit OK. Et il me dit OK, le jour où ça me convient pas, je pars. Ce qui est la manière intelligente de réagir. Voilà. Ça, nous fêtons nos 25 ans de vie commune en juin. Là. Donc du coup, il a pas prévu de partir tout de suite. Pas vraiment, parce que depuis, nous avons fondé une famille. On a fait Alors, je suis libertaire depuis que je suis très jeune, et pourtant il y a des choses qui sont hyper importantes pour moi. Me marier, c'était très important. Voilà. Ça peut paraître contradictoire, mais c'était une assurance de quelque chose qui était une protection. Je le vois pas de façon romantique. C'est pas le côté romantique du mariage qui m'intéressait. C'était l'engagement mutuel d'une protection. Donc tu avais besoin d'un couple socle finalement. Voilà, j'avais absolument besoin d'un couple socle.
Et j'ai absolument besoin d'un couple socle. Et c'est rigolo parce que ton vécu, tout ce que tu me racontes, me faisait m'imaginer que tu allais te diriger vers une vie plutôt dans l'anarchie relationnelle, et je vois que ouais. Et bah pas du tout. Comme quoi, oui. Et bah oui. Et souvent les gens sont étonnés parce que j'ai je pense tout le bagage pour être dans l'anarchie relationnelle, mais dû à mon attachement insécure, je pense que j'ai absolument besoin d'un couple socle, justement. Et j'avais très envie d'une famille. Ça, c'était hyper important. Que tu as donc. Et que j'ai des enfants, et ça, c'était essentiel. Le fait d'être dans ce respect de la liberté l'un de l'autre. Alors, les choses n'ont pas été linéaires, évidemment. En 25 ans, les choses n'ont pas été toujours faciles en 25 ans. Évidemment. Je pense que ça serait mentir que de dire que c'est facile. Ah non, c'est évident, c'est du travail. Les voilà. Relations plurielles, c'est du boulot. C'est du boulot. Déjà les relations du boulot. Déjà les relations de base, c'est vrai. Mais les relations plurielles, en plus, ont tendance à aller titiller toutes les zones un peu sombres qu'on a en soi, toutes les fêlures, toutes les blessures. Donc oui, c'est du boulot. C'est ça, exactement. Et ça m'a tellement passionnée que j'en ai fait mon travail. Et on a traversé plein de choses et on a évolué beaucoup dans notre relation. Au début, on n'avait pas du tout le mot de polyamour. Clairement. C'est pas un mot dans lequel je sais pas si je me reconnais dans ce terme exactement. Ceci étant, effectivement, c'est ce que je vis. On a eu des relations chacun de notre côté. Lui moins que moi, ça l'intéresse moins. Et au début, on n'en parlait pas. La règle, c'était je ne veux pas savoir, je ne veux pas que ça ait une incidence sur notre vie à tous les deux, puisqu'au début on était que tous les deux, on a été tous les deux presque la moitié du temps là. Et je crois que c'est d'ailleurs important de dire qu'on peut vivre comme ça. Je crois que c'est un message qui est important, moi à titre personnel, que je veux faire passer aussi. Je vois trop d'exposition dans la communauté polyamoureuse de ce message de dire il faut que ce soit absolument transparent. Je crois qu'on est avant tout là pour respecter les limites de nos partenaires. Et si le partenaire, sa limite, c'est pour l'instant je veux rien savoir, bah faut l'accepter et faut pas essayer de calquer son fonctionnement à soi-même sur son partenaire, son ou sa partenaire. Non mais parfaitement. Quand j'ai rencontré Harry, j'étais encore très marquée par l'attachement insécure. J'étais déjà pas du tout jalouse des aventures qu'il pouvait avoir. Par contre, je me sentais totalement insécure du fait qu'il sorte sans moi avec ses potes. Alors jamais je l'ai empêché de le faire, mais ça me mettait dans des états pas possibles. Je pensais que j'allais être abandonnée ad vitam, que je n'avais aucun intérêt. Enfin, bon, c'était totalement irrationnel, évidemment. J'ai décidé, et je n'ai jamais arrêté en soi, de travailler sur moi, de faire des thérapies, d'aller chercher à réparer moi avant d'imposer des choses à notre couple et à lui. Le fait de ne pas savoir ses aventures, ça me permettait de me protéger à ce moment-là. Ça me permettait de ne pas penser qu'il se passait des choses. De toute façon, je savais que s'il devait tomber amoureux de quelqu'un d'autre, s'il devait me quitter, c'était pas... il y avait rien qui pouvait l'empêcher. Donc l'idée, c'était plutôt qu'on se construise tous les deux dans nous-mêmes, dans une force personnelle, et qu'au fur et à mesure, notre relation évolue. Et c'est ce qu'on a fait. Et pour nous, ça fonctionne en tout cas. C'est-à-dire qu'au fil du temps, notre relation a évolué. Alors, on ne se disait pas les choses, on respectait le fait de se pas se dire les choses. Maintenant, on se connaît, on s'est très vite, très bien connus. Et quand l'autre avait un crush, on le sentait tout de suite. Ouais, on voit l'autre avec ses yeux qui brillent. Voilà, puis la façon dont il parle d'un tiers ou d'une tiers, d'une tierce personne, c'était genre, ok, d'accord. Mais pour autant, c'était voilà. Et en fait, c'est venu justement, c'est venu comme ça avec, je pense, avec un peu plus de légèreté et de voir l'autre
pétiller par moment. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Je trouvais ça rigolo à observer et aujourd'hui, ça me reste. Mais justement, j'allais te lancer sur le sujet de la compersion. Alors, je suis très compersive. Je comprends qu'on puisse ne pas l'être et c'est un truc qui m'est assez facile. Tu m'as dit qu'aujourd'hui tu t'es mis dans une activité en rapport avec les relations plurielles. Tu m'as pas décrit le cheminement qui t'a amené là-dedans. Mon activité, du coup, j'ai fait plusieurs choses. Je suis multi compétent. Ouais, plein, en arborescence, tout ça. Et j'ai fait beaucoup d'accompagnement périnatal, beaucoup d'accompagnement à l'allaitement, au postpartum. Je travaillais en réseau, avec des sages-femmes et tout ça. Je ne suis pas sage-femme. Et au fil du temps, de par mon engagement dans la prévention, dans les risques des risques de sexualité, produits, tout ça, les gens venaient me parler beaucoup de leur sexualité, les jeunes mères, les pères, les jeunes pères, parce que en postpartum immédiat, souvent il y a plein de questions qui commencent à se poser, comment ça va se passer, surtout après un premier enfant, tout ça. Et à l'époque, c'était encore un peu c'était le tout début des réseaux sociaux et c'était encore un peu confidentiel, la sexothérapie. Mais j'ai commencé à en faire et à faire de l'accompagnement psycho-affectif. Et puis je me suis professionnalisée, j'ai commencé à me former avec des formations issues du Canada, beaucoup, en éducation à la sexualité, en accompagnement sexo-corporel, et aujourd'hui je suis thérapeute. C'est mon activité principale. J'accompagne beaucoup de personnes polyamoureuses ou en relations multiples ou qui sont en questionnement. Beaucoup de personnes jeunes de la communauté LGBT. Et je fais aussi de la médiation familiale pour les jeunes personnes en rupture familiale de la communauté LGBT, particulièrement les jeunes personnes en questionnement de transition ou en transition. Est-ce que tu as plus d'autres relations que ton mari actuellement? Enfin, si. Alors oui, oui, bien sûr. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai rencontré quelqu'un, totalement par hasard. Pareil, j'aime bien ces rencontres qui ne sont pas destinées. Alors oui, c'est un truc. Je ne suis. Mon mari comme moi, on n'est pas en recherche. On n'a jamais été en recherche pendant 25 ans. C'est des choses qui se sont faites. Les relations qu'on a pu avoir, c'est des crushs, des coups de foudre. Mais, enfin voilà, c'est des. En gros, vous n'êtes pas sur Tinder, quoi. Non, on n'est pas sur Tinder. Ou alors peut-être ça a pu être. Je sais pas. Non, moi en tout cas, je ne suis jamais allée sur Tinder. Non. On cherche pas du tout à relationner en dehors de notre relation socle qui nous va, qui a eu des hauts et des bas, voilà, on a eu des enfants, on a traversé des moments pas faciles pour certaines raisons, voilà, mais on n'a jamais fait cette démarche d'aller chercher ailleurs. Et puis il y a presque 4 ans, j'ai un compte Instagram et je commence à parler avec quelqu'un, on parle de musique punk, on parle de culture, on se rend compte qu'on habite à 40 minutes l'un de l'autre. Et je dis, en fait, on va peut-être arrêter de se parler vers un petit écran interposé, on se boit un thé quelque part. Et donc cette personne me dit, ouais, super, quelle bonne idée. C'est une personne qui est papa solo, qui a personne dans sa vie à ce moment-là, qui s'occupe beaucoup de ses enfants, une grande fratrie. Et puis on a bu un thé et ça va bientôt faire 4 ans qu'on est en relation. Voilà. On s'est beaucoup plu tout de suite et ça a très très bien fonctionné tout de suite. Pour lui, c'était nouveau d'être dans ce type de relation. Il se dit aujourd'hui aussi en relation plurielle? Oui, enfin pour lui, ça a été nouveau et en même temps hyper évident. D'un seul coup, lui, ce qu'il en dit, c'était nouveau et c'était assez évident.
C'est-à-dire qu'il a beaucoup souffert des relations exclusives par le passé pour différentes raisons, je pense. Et puis d'un seul coup, que personne n'exige rien de lui, que les attentes soient posées sur le papier, que les ententes soient posées sur le papier, que les choses soient claires et qu'on puisse en reparler régulièrement. Donc les choses ont changé avec mon mari au fil du temps, c'est ce que je te disais. Aujourd'hui, on se raconte. Il y a eu un moment, je sais pas, de basculement où on a commencé à se raconter. Pendant combien de temps à peu près vous avez gardé ça dans un jardin secret? Je pense que le fait d'avoir des enfants et d'être dans un nouveau paradigme de famille, ça a changé les choses. D'accord. Et c'était passé combien de temps à peu près? Une dizaine d'années. Donc une petite dizaine d'années environ sans en parler. Ouais. Puis vous avez des enfants et là vous commencez à oser parler un peu plus de vos rencontres respectives. Oui, puis moi, pour être tout à fait transparente, et je pense que c'est hyper important de l'être sur ce sujet, puisque c'est une partie de mon travail, mes grossesses et mon postpartum ont été des moments où la sexualité était un truc qui était plus que indifférent. C'était vraiment, fallait pas me brancher sur ce sujet. Ça me, j'avais une aversion. Ouais, complète, ouais. C'était vraiment pas le truc, quoi. Et ça, du coup, ça a duré longtemps. J'ai allaité longtemps mes enfants. Et c'est là où j'ai commencé à être très claire avec mon mari, à lui dire, franchement, c'est le moment de, enfin, voilà, t'es libre, profites-en, quoi. Il y a aucun problème. Je comprends que toi, tu puisses avoir des besoins affectifs, des besoins sexuels, que c'est pas facile. Et donc là, c'est là où j'ai commencé. Peut-être parce que c'était un peu vital aussi d'en parler, parce que ça n'a pas été facile pour nous de retrouver un équilibre. Et du coup, je pense que c'est là, oui, où on a commencé à en parler. Et puis, moi, je suis un gros cœur d'artichaut, donc quand mes relations se terminent, souvent j'ai du chagrin. C'est pas facile à dissimuler. Je peux avoir beaucoup de chagrin selon les circonstances. Et il a été hyper soutenant tout le temps. Donc même dans la période où tu ne lui racontais pas, lorsque tu avais des séparations, il était là pour te soutenir malgré tout. Disons qu'il était attentif au fait que j'aille bien. Il a toujours été attentif au fait que j'aille bien, ouais. Et après, ça veut pas dire qu'il accepte tout. Il peut être assez ferme en me disant que là maintenant ça va, que faut passer à autre chose. Mais enfin c'est ça un socle. C'est une relation saine. Et effectivement, c'est ça un socle. Je suis totalement en accord avec cette phrase. Voilà. Et du coup, voilà, il prend soin en disant aussi parfois que il a besoin qu'on prenne soin de lui et que donc là, des fois, la limite est atteinte. Ça va dans les deux sens. Voilà. Et là, donc du coup, les relations ont beaucoup évolué et il connaît mon compagnon. Ils se fréquentent beaucoup. Alors, ils se fréquentent pas à titre individuel l'un et l'autre, et on se fréquente beaucoup en famille. Avec les enfants s'entendent très bien. Les plus jeunes de mon compagnon ont l'âge de ma plus jeune, donc on part en vacances ensemble, pas avec mon mari, du coup. Parce que moi, j'ai plus de congés puisque je suis travailleur. Mais avec tes enfants quand même. Avec mes enfants, comme je suis travailleur indépendant. Donc ça veut dire que tes enfants sont ils sont informés de votre vie en relation plurielle. Oui, ça s'est passé pendant le confinement. Ah. Et oui, parce que du coup, on s'est retrouvés confiturés là pendant un certain temps. Et puis, quand au bout de 3 semaines, j'ai compris que ça allait durer 1 mois de plus, j'étais vraiment très affectée par la séparation. Ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble, on était dans nos premiers mois de relation, et puis en pleine ENR. Voilà, c'est ça. Ouais, on était en pleine ENR et lui, il était tout seul. Moi, j'étais avec mon mari, avec mes enfants, j'étais dans des conditions de vie vraiment très optimum pour cette période. On vit à la campagne, voilà. Bref, côté pratique, j'étais vraiment dans les conditions optimum pour ce confinement, cette période vraiment difficile. Et lui, il était assez isolé. Il le vivait pas bien, c'était difficile.
Et du coup, il y a un moment, au bout de 3 semaines, où j'ai dit, bon, là, moi, j'ai besoin d'y aller. Donc, j'ai fait des faux papiers de sortie. C'est voilà. parce que le polyamour n'est pas reconnu, sinon ça aurait été une mesure valable. Mais bien sûr, c'était une mesure valable. Donc, je vais voir mon polychéri. Voilà. C'est exactement. En fait, c'était pas loin de ce que j'ai écrit, puisque j'ai été livrée de la nourriture, puisque moi j'avais pas de pénurie dans mon coin, puisque on a direct, ouais. Voilà. Et du coup, je me suis fait arrêter par les gendarmes. Voilà. Et j'ai dit bah voilà, je vais en soutien psycho-affectif et émotionnel chez des personnes isolées. Je vais livrer de la nourriture. Et comme en fait, ils avaient pas de traceur pour savoir combien de temps on restait, en fait, j'ai dit à ma famille, et je pars 2 jours chez cette personne. Et j'ai dit à mes enfants, qui savent, enfin après, on parle régulièrement de relations, comment c'est les relations, est-ce que c'est exclusif, est-ce que c'est pas exclusif. J'ai dit à mes enfants, voilà, cette personne compte vraiment beaucoup pour moi, plus que d'autres personnes. Et là, j'ai besoin de passer du temps avec cette personne. Donc je pars de nuit, et puis je reviens. Donc tu les as laissés avec le papa, ils l'ont bien pris eux? Très bien. C'est absolument pas un sujet pour eux. Parce que t'avais déjà abordé cette question auparavant. Oui, en fait. Mais voilà, plein de fois, en fait. Pas à titre personnel, mais t'avais évoqué ça. Bah si, à titre personnel aussi, parce qu'ils ont connu certaines de mes relations passées. D'accord. Donc ils ont pas découvert le fait que t'avais des relations plurielles, ils ont découvert cette relation-là. Voilà. Et de ce fait, et du coup, cette relation a pris une autre dimension. Et du coup, on a commencé à évoquer, après au fil des mois, ça va bientôt faire 4 ans, de se dire tiens, là on a une semaine de vacances, moi je suis dispo, toi t'es dispo, les enfants s'entendent bien. Moi je pars en vacances avec des copines, je pars en vacances, Marie travaille beaucoup plus. On s'est dit allez. Et puis on a commencé à partir en vacances ensemble, alors avec d'autres copains en plus ou pas. Et puis les choses se sont faites comme ça. Et aujourd'hui, c'est pas toujours parfait. Il a des enfants, il a 2 groupes d'enfants et il a 2 enfants grands avec qui les relations sont très difficiles pour moi. Personnes qui acceptent pas du tout la relation qu'on est en train de vivre. Voilà, ça c'est leur chemin. Donc c'est pas idyllique. Avec les plus jeunes, ça se passe vraiment super bien. Moi, avec mes enfants, ça se passe très bien. Et avec mon mari, ça se passe bien. Il y a eu des recadrages, clairement. Quand on était en pleine ENR et que on faisait des barbecues avec tous les copains à la maison et que je me suis fait recadrer sur ma façon d'être trop proche physiquement, de regard trop clair échangé. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui était pas ok et dont j'avais du mal à me rendre compte. Oui, en pleine ENR, ouais, c'est ça. Donc, c'est au début. Mon mari était un peu renfrogné à dire je dirais rien et je fais la tête, et puis après on est passé au stade ok, ça c'est pas ok pour moi, je voudrais que vous fassiez des efforts sur ça, et en fait on les a chez nous la règle c'est quand on est tous ensemble, qu'il y ait du monde ou pas, je n'ai pas de signe extérieur de relation amoureuse avec mon compagnon. Oui, je comprends, c'est classique quand même. Pour moi, en fait, c'est bien comme ça. Quand mon mari est là. Après, au début, mon mari m'avait demandé à ce que devant nos enfants, ça soit le cas aussi. Les choses ont évolué assez doucement, finalement. Et puis finalement, c'est. Donc aujourd'hui, finalement, quand vous partez ensemble en vacances, là, tu te l'autorises. Oui, et c'est ok pour tout le monde. Oui. Tu leur en as parlé avant, j'imagine. Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Si ça gênait quiconque, c'était d'abord les enfants et après nous. Mais en fait, il n'y a pas de sujet. Ils comprennent très bien, et je pense que le fait que ça soit très clair et qu'on en parle ensemble avec leur papa, devant leur papa, que ces 2 personnes s'entendent très bien, ça leur permet de voir qu'il n'y a pas de risque que leur famille soit désintégrée par une autre relation. Et
D'ailleurs, c'est beaucoup moins anxiogène que d'autres relations que j'ai pu avoir avant, qui étaient pas très claires, tu vois, comme je te disais, où l'autre personne était plutôt dans des relations extra-couple, et avec des mensonges, avec des on-dit, avec des j'annule au dernier moment parce que finalement mon compagnon, ma compagne, machin. Là, c'est assez clair. Ils savent qu'ils peuvent compter sur mon compagnon pour plein de sujets. D'ailleurs, c'est grâce à mon compagnon qu'on a pu s'offrir avec mon mari notre premier week-end tous les deux en amoureux il y a pas très longtemps, depuis des années et des années. Ah, ton autre chéri s'est occupé des enfants? Ouais. Et ça, c'est génial. Et ça, enfin voilà, on est tous assez fans de musique, mais pas obligatoirement les mêmes choses. Donc du coup, c'est mon compagnon des fois qui vient, parce que ma plus jeune est encore un peu jeune, avec des besoins particuliers, qui vient s'occuper de mes enfants. Donc soit il vient avec les siens, soit il vient lui tout seul, voilà. On a des animaux, on s'occupe de nos animaux mutuellement quand on a besoin de se les garder. Voilà, on a vraiment une relation de confiance et que moi j'estime de coparentalité. Alors bien sûr, c'est pas le parent de mes enfants, mais il y a c'est vraiment une personne importante aujourd'hui dans leur vie. Mais il vit toujours dans son propre logement? Ah oui. Il habite toujours à 40 minutes ouais. de distance? Ouais. 40 minutes en vrai, c'est rien. Oui, non, c'est pas grand chose. Après, des fois, je me dis moitié de temps, 20 minutes, ça serait bien. Des fois, je me dis au bout de la rue, ça serait vraiment mieux. Et là, mon mari me dit, ça serait hors de question. Et là, je dis, ok. Voilà, par exemple. Bon, 20 minutes, c'est bien. Voilà. Mais par exemple, c'est des choses qui sont hyper intéressantes et sur lesquelles il y en a qui pourraient dire, ouais, c'est des compromis. En fait, je pense pas que ce soit un compromis. Je pense que vraiment, moi, mon mari, il a besoin, il est ok pour tout ça. Et je pense que des fois, ça l'agace parce qu'il y a des trucs qui l'agacent et c'est normal qu'il a envie, parce que des fois ça se passe pas hyper bien avec mon compagnon et ça déborde à la maison, hein. On a aussi. Oui, et puis c'est pas toujours une histoire de polyamour. Là, j'ai envie de te dire que c'est ça. Parfois on est énervé parce qu'il s'est passé quelque chose avec un parent, avec un collègue au travail, et c'est la même chose. En fait, c'est juste une situation sociale supplémentaire. C'est exactement ça, et qui est assez impliquante émotionnellement, et que du coup, par exemple, lui, il a besoin, il trouve que 30, 40 minutes, c'est bien, voilà, qu'on soit pas. Et pour autant, c'est quelqu'un comme nos amis très proches qui viennent. On a un grand jardin, qui viennent souvent passer le dimanche à la maison avec tous les enfants, avec tous les chiens, voilà. Moi, je suis très, je suis très kitchen table pour tout. D'accord. Voilà, je suis issue d'une culture comme ça, où la maison était ouverte chez mes grands-parents. Il y avait de la place, toujours de la place pour poser 2 assiettes de plus. Moi, je suis beaucoup comme ça. Donc, j'aime partager beaucoup de temps. J'anime des groupes de parole et de soutien, interparentalité. Parce que j'adore créer du relationnel entre les gens, créer des vies de village. Voilà, ça, c'est vraiment mon truc. Mon mari, il est plus dans son petit cocon, et c'est hyper important pour lui de le préserver. Est-ce que je comprends, est-ce que je respecte tout à fait, et je pense que ça m'oblige des fois aussi de façon très bénéfique à me préserver. Et voilà. Et du coup, oui, c'est bien comme ça. Et maintenant que je suis sortie de l'ENR, je vois bien que je suis très bien chez moi, que mon compagnon, c'est quelqu'un avec qui je pourrais vivre au quotidien parce que on le fait pendant les vacances et qu'on s'entend très très bien au quotidien et que on a beaucoup de points communs et que c'est très facile, c'est assez évident. Et en même temps, je suis pas sûre que j'arriverais à vivre avec plusieurs personnes dans le même espace commun. Voilà. Dans un cas où tu aurais tes 2 chéris simultanément chez toi, tu veux dire? Voilà. Et on a de fait, on a déjà accueilli des personnes très proches chez nous pendant plusieurs mois avec leurs enfants et tout. Et même avec un grand chez soi, ça a ses limites. Et ça n'a pas changé de mes 20 ans. J'aime vivre avec mes enfants. J'aime vivre avec mon mari parce que j'ai de l'espace et j'aime avoir mon espace, en fait. Vraiment. Et c'est en ça que enfin, en tout cas, les relations ouvertes et libres, c'est génial. Enfin, pour moi, c'est génial. C'est que ça me laisse de l'espace. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant de conclure tout ça? On n'a pas beaucoup parlé d'amour. Bah, en vrai, on n'a fait que ça. Oui, mais
Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du sentiment amoureux. Et Qu'est-ce que tu voudrais dire sur le sentiment amoureux? Ce truc de peut-être se déculpabiliser du fait de pas aimer les gens de la même façon. Il n'y a pas de graduation dans l'amour que je porte aux personnes que j'aime. Je suis, comme je t'ai dit, je suis un cœur d'artichaut. C'est-à-dire que alors, j'aime vite, j'aime fort et j'aime pour toute la vie quasiment. Faut vraiment qu'on me fasse une crasse. Vraiment, faut aller loin pour que mon amour disparaisse et que je sois encore ou pas en relation. Et j'ai pas en ça peut-être je suis dans l'anarchie relationnelle. Je serais pas dans l'anarchie relationnelle parce que vraiment j'estime que j'ai un couple socle et que c'est essentiel pour moi. Par contre, je suis sûrement dans l'anarchie émotionnelle parce que ce que j'aime aujourd'hui, c'est le fait que chaque personne avec qui je relationne m'apporte quelque chose de très différent et que j'apporte à chacune de ces personnes voilà des choses différentes. J'ai la chance d'avoir d'avoir des compagnons qui exigent pas de moi des choses impossibles comme oui mais je veux pas que tu l'aimes plus que moi ou machin ou quoi. Enfin oui, personne ne parle de ce genre de choses chez nous. Qui partent pas dans la comparaison peut-être aussi. Voilà, c'est ça. À propos, c'est ça. C'est dans le sentiment amoureux, il y a aucune comparaison. C'est vraiment et c'est des amours totalement différents. Comme j'ai des amours totalement différents pour chacun de mes enfants. C'est souvent ce que j'explique aux gens qui ont des enfants et qui peuvent du coup. Alors après, souvent on dit aux parents qu'il faut qu'ils aiment leurs enfants pareil, que sinon c'est injuste, qu'on peut pas avoir une utopie, ça. De préférés et tout. Alors c'est totalement une utopie. En plus, c'est aller vers des relations pas très saines parce que il y a des personnes et nos enfants en font partie avec qui on va avoir plus d'affinité que d'autres et c'est plutôt ok de se dire il y a certains de mes enfants avec qui c'est vachement plus fluide et d'autres ça va me demander un peu plus de travail et en fait cette notion de travail entre guillemets en tout cas de mise en œuvre de quelque chose qui serait pas une évidence plus facile machin c'est pas si mal de se dire ça. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on n'est pas arrivé à 25 ans de vie commune en se croisant les doigts, les bras, en regardant des séries sur le canapé. Loin de là. Donc, et de même avec mon compagnon depuis 4 ans, on a traversé là il y a pas longtemps une période assez difficile parce qu'on n'était pas très en forme tous les deux. Et c'est vraiment hyper important de reparler des ententes et de réaffirmer son amour, c'est sûr. Ça, c'est hyper important. Et de reparler des ententes régulièrement. Parce que ça change beaucoup. Des fois, ça change pas pendant 5-6 ans. Puis des fois, ça va changer beaucoup en 1 an. Parce que d'un seul coup, il y a des besoins qui émergent. Parce que d'un seul coup, on change soi-même. Est-ce que vous avez formalisé ça dans un document, un contrat ou quelque chose qui s'en rapproche? Ou vous êtes vraiment dans l'oral? Dans l'oral. L'accord tacite. Dans l'oral, il y a eu non, dans l'oral. Après, on échange par message comme tout le monde aujourd'hui. Je parlais vraiment de quelque chose de l'ordre du contrat ou de la liste de règles, ce genre de choses. Non, c'est vraiment non, parce que à l'oral. Après, moi, j'ai lu beaucoup de bouquins références sur le polyamour, les relations plurielles. Donc évidemment tous les classiques. J'ai beaucoup aimé Compersion de Hypatia parce que je trouve que il s'applique totalement à toute relation et pas que aux relations plurielles. C'est vraiment un bouquin basique sur la relation à l'autre et sur le respect de l'établissement de ces relations, sur se connaître soi et comment on se voit, par exemple très kitchen table ou pas du tout. Enfin voilà. Et ça, je leur en ai lu chacun des passages. Je leur en ai souligné et peut-être que je suis effectivement très moteur de l'organisation de nos relations. Ça, c'est même quasiment sûr. Aujourd'hui, mes compagnons, enfin mon mari et mon compagnon, je ne sais pas du tout où ils en sont dans leur relation à côté. Des fois, ils en parlent. Des fois, ils en parlent pas. Je sais qu'il y a des personnes satellites qui sont très chouettes et je sais que mon mari a eu une personne satellite pendant très longtemps mais qui souhaite pas me présenter mais qui elle par exemple est partie en voyage et est revenue avec des cadeaux mais pas que pour lui, pour chacun de nous dans la famille. Ah, sympa. Ouais, j'ai trouvé ça, moi je la considère comme une méta mais
lui, c'est son jardin secret et pour lui, c'est hyper important. Ça peut être des choses très difficiles pour moi par moment. J'imagine. Surtout si elle a l'air d'être, ok pour partir là-dedans et puis que c'est lui qui préfère pas. Bah ouais, mais ça, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le respect des limites. C'est ça. Pas forcément les nôtres. C'est ça. Donc des fois, il faut accepter des fois que ça soit pas ok pour soi. Alors c'est là où c'est important de dialoguer et des fois on peut dire qu'on n'est pas d'accord et ça veut pas dire qu'on est en conflit. On peut dire ben là je suis pas d'accord pour ce qui se passe et pour autant je vais pas m'énerver, je vais pas être fâchée. Juste je veux dire que là mes besoins sont pas satisfaits et mes limites sont dépassées. Et après à toi de voir ce que tu peux en faire. C'est important. Alors maintenant qu'on a fait le tour, je vais te poser la question rituelle. Est-ce que tu peux me donner ta définition personnelle du polyamour et éventuellement pourquoi tu ne t'y reconnais pas? Je crois que j'ai pas de définition. Je dirais que j'ai la définition de ce que ça n'est pas. Mais c'est vraiment très personnel et peut-être que ça sera amené à évoluer. Pour moi, le polyamour, c'est ce que je disais, c'est pas quelque chose qu'on cherche. C'est un état. Je suis comme ça, je suis contente d'avoir pu m'épanouir comme ça et d'avoir tout mis en place parce que j'y ai moi travaillé personnellement. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose que je cherche. C'est pas quelque chose à quoi j'aurais voulu me conformer parce que c'était branché ou parce que c'était à la mode ou parce que c'était hors norme et que ça faisait bien et qu'on pouvait en parler sur les réseaux sociaux genre ouais mais moi tu vois c'est mieux que toi parce que moi je suis dans le polyamour. C'est pas non plus la porte ouverte à l'irrespect total de ses partenaires quels qu'ils soient, les socles et les pas socles. Si t'as des socles et pas socles, je crois qu'au contraire le polyamour, s'il y avait une définition pour moi, ça serait vraiment des relations qui se basent sur l'écoute, sur le respect de soi et des autres, et qui demandent un vrai questionnement pour ne pas rentrer dans des espaces de domination. D'accord. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Merci à toi, avec plaisir.